Donc, le thème que je vais aborder, c'est celui des universités françaises face aux défis de l'internationalisation. Et en effet, depuis le début du XXIe siècle, les universités françaises sont confrontées à de nombreux enjeux. La dimension internationale de l'enseignement supérieur en étant sans doute l'un des plus complexes et des plus pressants. La France ayant une visibilité internationale en ce domaine, sans doute moindre que d'autres grandes puissances économiques. Donc cette communication se propose d'esquisser un panorama de ces enjeux et des éléments de réponse que les établissements et les autorités de tutelle tentent d'y apporter autour de quelques questions clés. Quels sont les éléments à la fois historiques, politiques, structurels, culturels qui peuvent expliquer une telle situation alors que par ailleurs la francophonie maintient une influence significative dans le monde? Quel bilan peut-on dresser des stratégies mises en œuvre afin de pallier les difficultés? Comment s'organisent les débats publics autour de ces questions en France? Comment les perceptions de ces enjeux évoluent-elles chez les différents acteurs concernés en ce début du XXIe siècle? Et dans ce contexte, quelles sont plus particulièrement les perspectives d'avenir des universités françaises spécialisées en lettres, langues, sciences humaines et sociales? Quelques mots de contexte pour commencer et souligner le fait que l'enseignement supérieur est un axe fort du débat public français depuis quelques années. La pression démographique qui pèse sur les effectifs universitaires met en évidence des problèmes latents et récurrents quant au fonctionnement des universités, à leur financement, à leur autonomie pédagogique, à leur attractivité internationale, en fait à leur rôle sociétal plus généralement. Et les difficultés semblent particulièrement exacerbées dans les universités de sciences humaines et sociales qui cristallisent nombre d'interrogations sur le rôle des universités pour répondre aux défis du XXIe siècle. Quelques chiffres très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr, mais les inscriptions dans l'enseignement supérieur français ont été multipliées par 8 en 50 ans. On est passé environ de 300 000 étudiants en 1960 à plus de 2,5 millions en 2015. Et les projections pour les années à venir avancent le chiffre de près de 3 millions vers la fin des années 2020. Parmi les 2 550 000 étudiants suivant un cursus dans l'enseignement supérieur, environ 62% sont inscrits à l'université, les autres dans des grandes écoles ou autres types d'établissements. Les étudiants étrangers, quant à eux, prennent une part croissante également dans les inscriptions des universités de l'enseignement supérieur français. Environ 12% des inscrits en 2015 contre 8% en 2000. Des moyens importants sont également consacrés à l'enseignement supérieur, avec une dépense moyenne de l'État de près de 12 000 € par étudiant, mais avec des dépenses très différenciées selon le type d'établissement. Un petit peu plus de 12 000 € pour un étudiant inscrit à l'université, mais plus de 15 000 € pour les étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles. Et ces chiffres reflètent une première caractéristique de l'enseignement supérieur français, c'est-à-dire un système à plusieurs vitesses, avec un contraste entre université et grandes écoles, université et organismes de recherche. Des établissements, des structures qui ont des modalités de gouvernance, plus ou moins grande autonomie, de financement, frais d'inscription fixés par l'État ou libres, de recrutement, sélection ou non, très divers. L'engagement international des universités françaises paraît comparativement plutôt faible et inégal. On constate la présence de grandes écoles françaises sur la scène internationale, mais peu d'universités, notamment dans les classements
toujours controversés, comme le classement de Shanghai ou le classement du Times Higher Education. Quelques universités comme PSL ou Pierre et Marie Curie ou Paris Diderot sont en bonne place, notamment pour certains secteurs comme les mathématiques ou les sciences. Mais elles constituent plutôt une exception et les SHS sont encore plus faiblement représentés dans ces classements internationaux. On retrouve le même phénomène pour ce qui est d'actions internationales d'envergure, comme celle par exemple de Sciences Po Paris, qui propose des programmes communs d'enseignement et de recherche au niveau mondial avec des partenaires prestigieux et qui a créé sa propre School of International Affairs avec une équipe très cosmopolite. Le rayonnement de la recherche française au niveau international est aussi largement le fait du CNRS et de quelques grands organismes de recherche comme l'IRD, l'INSERM, ou des structures à large autonomie comme l'école d'économie de Toulouse. Les chercheurs français à l'université, notamment à SHS, participent moins que leurs homologues britanniques ou allemands ou autres à des projets européens collectifs. Ils sont moins impliqués en tant que partenaires et encore moins en tant que pilotes de projets européens. Par exemple, ils obtiennent moins de financement ERC, European Research Council, et les universités françaises semblent aussi moins capables ou moins désireuses d'attirer des lauréats bénéficiant de l'ERC. C'est également la même chose pour les bourses de Marie Curie. Se pose le double problème récurrent de la soutenabilité financière des universités et également des contraintes imposées par un cadre national strict. Mais le problème est plus complexe et sans doute également enraciné dans l'histoire politique et culturelle de la France. Le contexte historique, culturel, politique est prégnant. En effet, une tradition de centralisation et de contrôle est perceptible dans l'enseignement supérieur français. Si les premières universités françaises, comme leurs homologues européennes, apparaissent au Moyen-Âge en tant que structures autonomes au cours d'une période d'échanges intellectuels et académiques intenses en Europe, les précurseurs d'Erasmus, la suppression des universités au cours de la Révolution française illustre une méfiance originelle du pouvoir vis-à-vis de ces universités. Méfiance qui a largement perduré au cours des 2 siècles qui ont suivi. L'héritage révolutionnaire, suivi par le mouvement de centralisation initié par la période napoléonienne, puis la Troisième République, en fait, les nombreux chaos de l'histoire de France peuvent éclairer, dans une large mesure, le rôle majeur de l'État en termes d'uniformisation et de normativité. L'école et l'université soulèvent depuis près de 2 siècles des débats politiques, révélateurs de conflits idéologiques quant à la place de l'éducation dans le mythe républicain. Les injonctions politiques relèvent de positionnements idéologiques opposés, ancrés dans l'histoire, et ainsi s'entrechoquent 2 impératifs contradictoires pour l'enseignement supérieur français. D'un côté, l'impératif d'excellence académique, de l'autre, l'impératif d'égalité. Les universités ont-elles pour mission l'excellence de la formation et de la recherche ou doivent-elles être l'instrument d'une plus grande égalité sociale? Un débat qui est loin d'être terminé à l'heure actuelle. Des réformes controversées ont été mises en place au cours de la dernière décennie. En effet, dans cet environnement académique de plus en plus globalisé, concurrentiel, les universités peinent à avoir une visibilité et une attractivité de même rang que celle de leurs homologues internationaux, anglophones notamment. Et depuis quelques années, cette difficulté, notamment perçue au travers des classements internationaux évoqués plus haut, a conduit les pouvoirs publics français à proposer ou à imposer une restructuration du paysage universitaire et à promouvoir l'évaluation de la recherche et de la formation académique. Donc,
depuis le début du nouveau millénaire, les gouvernements successifs ont tenté de prendre des mesures permettant à l'enseignement supérieur de jouer un rôle international accru. Et on peut se demander s'ils ont pris toute la mesure des changements à initier et à accompagner, des clivages idéologiques et politiques à surmonter que toute tentative de réforme universitaire suscite en France. Très rapidement, en 2007, Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur du gouvernement Sarkozy, a introduit une loi relative aux libertés et responsabilités des universités, afin de leur accorder une plus grande autonomie, visant à remodeler la gouvernance des universités pour en améliorer les performances par le transfert de la gestion budgétaire et financière et la gestion des ressources humaines, jusque-là assurée totalement par l'État aux établissements. Cette loi a été fortement critiquée. L'élargissement des pouvoirs des présidents, la nomination de personnalités extérieures désignées par le président au conseil d'administration, la possibilité pour les établissements de recourir à des fonds privés, etc., ont cristallisé les inquiétudes de certains syndicats qui ont vu le danger d'un désengagement financier de l'État, d'une privatisation des universités. Par ailleurs, la mise en place en 2006 d'une instance d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur, des regroupements et des organismes et unités de recherche, l'AERS, qui devient le HCERS, Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en 2013, s'inscrit dans une perspective internationale. Le préambule de présentation du Haut Conseil de l'évaluation, autorité administrative indépendante, indique, je cite, que pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Par exemple, le recours à des experts étrangers dans les comités d'évaluation traduit cette volonté d'ouverture internationale. Une partie de la communauté académique a été hostile également à la création de cette instance, critiquant ce qui était considéré comme une bureaucratisation, une percée du néolibéralisme avec des notions de performance dans l'enseignement supérieur et un accroissement du contrôle politique remettant en cause la liberté des chercheurs. En fait, au bout d'une dizaine d'années de fonctionnement, certains effets positifs de ce processus d'évaluation ont été reconnus en pratique par les communautés universitaires, par exemple l'aide à la décision des tutelles, la rationalisation des cursus, le souci de la condition des doctorants, etc. Néanmoins, on peut dire que le bilan de la loi portant sur les responsabilités élargies des universités est mitigé. Un rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application de la loi, publié en avril 2013, souligne que si la loi a engendré un choc culturel qui est salué comme salutaire et un certain nombre de mesures en matière de gouvernance, le comité regrette qu'aucune évaluation des transferts de charges n'ait été réalisée au moment du passage à ces responsabilités et compétences élargies. Et donc le problème budgétaire est quand même un problème central et récurrent dans le système d'enseignement supérieur. En juillet 2013, encore une nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, dite Fioraso, du nom de la ministre du gouvernement socialiste l'ayant introduite, vise à restructurer le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment en encourageant de nouveaux modes de regroupement entre établissements. Le gouvernement insiste sur la définition de priorités nationales et les regroupements sont prévus comme une tentative de rationalisation, parfois à marche forcée, qui n'a pas manqué de créer du dissensus au sein de la communauté universitaire française. Les INEX, ou initiatives d'excellence, constituent une autre initiative ayant pour objectif clairement affiché l'internationalisation de l'enseignement supérieur français. Née en 2009 avec le programme d'investissement d'avenir, les IDEX et les remous qu'elles ont provoqués ont marqué le quinquennat de François Hollande.
Ces initiatives devaient faire émerger une dizaine d'universités de rayonnement mondial. En fait, 8 ans après leur lancement, les IDEX sont finalement au nombre de 18 et comprenant aussi des ICIT, c'est-à-dire des projets destinés, dédiés à des projets territoriaux de plus petite taille. De nouveaux appels à projets, dans ce cadre, les IDEX, ont d'ores et déjà été ouverts pour mettre en place des écoles universitaires de recherche. Et cette dynamique devrait se poursuivre durant les 5 prochaines années, puisque déjà en mars 2017, le candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron, déclarait « Il est clair que le programme d'investissement d'avenir qui a porté des initiatives d'excellence est un succès. Nous poursuivrons ce mouvement ». Ces diverses mesures législatives et initiatives gouvernementales traduisent l'importance de l'enseignement supérieur dans le débat public français, mais en reflètent également les contradictions et les pesanteurs. On peut constater une oscillation récurrente entre des stratégies politiques divergentes, des positionnements idéologiques opposés et qui ne sont pas toujours le reflet d'une opposition binaire droite-gauche, qui donne lieu à des injonctions parfois contradictoires, notamment en matière d'autonomie et de gouvernance. On peut noter une certaine ambivalence des tutelles, mais également des établissements vis-à-vis de l'autonomie. Par comparaison avec d'autres universités européennes, en 2007, la France se classe au 20e rang en matière d'autonomie organisationnelle, au 27e rang pour l'autonomie en matière de ressources humaines et de pédagogie sur 29 pays. 27e sur 29 pays classés par le baromètre de l'EUA, European University Association. En fait, aucune évolution dans ce classement depuis la mise en place des nouvelles mesures. Donc si les tutelles peinent à déléguer leurs responsabilités, les universités hésitent, elles, à s'emparer aussi de la liberté, certes relative, donnée par la loi, et des responsabilités corollaires. Maintenant, je souhaiterais parler de la notion même d'internationalisation de l'enseignement supérieur. Comment définir cette notion d'internationalisation? Est-ce une internationalisation en termes d'ouverture internationale? Cela signifie-t-il encourager la mobilité sortante et entrante des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des personnels administratifs? Est-ce renforcer l'enseignement des langues étrangères? Ou, si on va plus loin, s'agit-il de renforcer un processus d'internationalisation par le recrutement de professeurs et de chercheurs étrangers, d'étudiants internationaux, de mettre en œuvre des programmes multinationaux de formation et de recherche? Mais ces deux démarches impliquent aussi une internationalisation de l'intérieur, une internationalisation à domicile, comme on en parle maintenant au niveau européen, c'est-à-dire un changement d'attitude à la fois collective et individuelle vis-à-vis de l'international. Et ceci est, à mon avis, un élément clé de la dimension de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. On peut aussi envisager un troisième niveau d'internationalisation, c'est l'ouverture de sites à l'étranger, c'est-à-dire une démarche visant à s'engager dans le marché mondial de l'enseignement supérieur. Mais c'est une démarche économique qui ne s'inscrit guère dans la tradition universitaire française, même si à l'heure actuelle, de plus en plus de réflexions sont menées sur le sujet. Je vais passer très rapidement sur quelques chiffres soulignant le déclin relatif de l'attractivité internationale de l'enseignement supérieur français. Alors que le français, avec quelques 280 millions de locuteurs dans le monde, fait bonne figure dans le paysage linguistique mondial, 5e langue mondiale en termes de locuteurs, 3e langue des affaires, le 2e idiome le plus étudié dans l'Union européenne, etc. La France est également le premier pays non anglophone d'accueil d'étudiants étrangers, après les États-Unis et le Royaume-Uni, et l'Australie. Oui, depuis cette année. D'accord.
Néanmoins, l'attractivité universitaire de la France doit faire face à une concurrence intense, et notamment l'attractivité des pays anglophones, indiscutable en effet, non seulement pour les jeunes anglophones, mobiles, mais également pour ceux pratiquant d'autres langues, arabophones, hispanophones, mais notamment pour près d'un tiers des francophones. Donc, quand même, un tiers de nos étudiants francophones choisissent en priorité des pays anglophones pour faire une mobilité internationale. Et si le nombre d'étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur français a augmenté au cours des dernières années, cette croissance est beaucoup moins forte qu'en dans d'autres pays. Donc, comme vient de le rappeler M. Lavoie, la France vient de passer à la 4e place en matière d'attractivité, de pays d'accueil des étudiants en mobilité, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et l'écart se resserre avec d'autres pays comme le Canada, le Japon, la Chine ou la Russie, la Turquie. Une augmentation spectaculaire. Donc la France a une augmentation d'environ 11% de sa croissance entre 2009 et 2015. D'autres pays enregistrent des augmentations spectaculaires, comme l'Arabie Saoudite par exemple, une augmentation de 260%. Elle passe du 277e au 11e rang des pays d'accueil. Et pour bon nombre de ces nouveaux pays émergents sur la scène académique internationale, l'accueil des étudiants étrangers ne relève pas d'une simple logique marchande, comme ça peut être le cas dans les pays anglo-saxons en général, mais aussi d'une politique de déploiement de leur influence économique, politique, culturelle ou religieuse, selon des logiques de voisinage régional, comme la Russie et la Turquie par exemple, de ciblage spécifique sur le continent africain, comme la Chine ou l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite qui se démarque aussi par une politique de bourse d'études islamiques soutenue, non seulement en direction des étudiants africains, où l'influence de la France est maintenant fragilisée, mais également en direction des étudiants européens. Quelques mots sur l'Europe. L'Europe en tant que cadre et moteur du changement en France. Bien sûr, on doit citer en premier lieu le programme Erasmus, dont on célèbre cette année les 30 ans, qui est sans doute l'action européenne la plus emblématique en matière d'éducation et sans doute la seule qui fait consensus chez tous les Européens. L'objectif du programme Erasmus est de contribuer à la réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur en poursuivant divers objectifs, dont l'un est l'internationalisation des établissements européens. L'impact du programme Erasmus en France est bien sûr significatif et ce programme de mobilité est le plus utilisé par les étudiants français. La France est en 4e position des pays d'accueil des étudiants Erasmus. Elle recule, elle perd 2 places en 5 ans derrière l'Espagne, qui est toujours largement en tête, mais également derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui la dépassent désormais. Après Erasmus, on peut citer le processus de Bologne, engagé en 1999, avec la signature de la déclaration de Bologne, qui a eu un impact majeur sur la structuration de l'enseignement supérieur européen et français. Ce processus visant à harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur et à favoriser la mobilité des personnes qui souhaitent passer d'un système éducatif à l'autre ou d'un pays à un autre. Enfin, Horizon 2020, programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne, a fixé 3 priorités pour la période 2014-2020. Et je voudrais insister sur 2 éléments essentiellement. C'est l'objectif d'excellence scientifique en soutenant notamment une recherche collaborative, interdisciplinaire et suivant des modes de pensée novateurs. Et un deuxième élément dans le programme Horizon 2020 est la réponse aux défis sociétaux.
Également en favorisant des projets interdisciplinaires pour répondre aux grands défis auxquels l'Europe est confrontée et qu'aucun État membre ne peut relever seul. Et je reviendrai plus tard sur cette notion d'interdisciplinarité. Donc ce cadre et cette dynamique européenne ont eu un impact non négligeable sur les universités françaises. Néanmoins, l'engagement européen et international de ces dernières reste inégal. La mobilité sortante des étudiants et des personnels reste faible. La mobilité sortante des étudiants stagne autour de 5% des effectifs, un chiffre extrêmement faible dans les universités. Là aussi, des décalages avec les grandes écoles. Certaines grandes écoles ont un taux très élevé puisque, par exemple, 100% des étudiants d'une cohorte peuvent effectuer une mobilité internationale. C'est parfois d'ailleurs obligatoire pour l'obtention de leur diplôme, ce qui n'est pas le cas dans les universités. La mobilité Erasmus des personnels académiques et administratifs s'est élevée à 4000 mobilités en France l'année dernière. Un chiffre ridiculement bas, évidemment, à l'échelle de l'Europe. 4000 enseignants, enseignants-chercheurs et personnel administratif également qui sont impliqués dans ces mobilités Erasmus. Alors, quels sont les freins à la mobilité? Ils sont de divers ordres. Ils sont bien sûr financiers. Les aides européennes sont peu généreuses. Ils sont également structurels. Il y a le problème du remplacement des personnels qui vont en mobilité. Il y a le problème de l'accès à l'information. Mais ils sont également, à mon avis, culturels. Manque de maîtrise de beaucoup de nos collègues et de nos étudiants et de nos personnels administratifs, manque de maîtrise d'une langue étrangère. Appréhension également face à une immersion dans un contexte culturel et professionnel étranger. Et difficulté aussi à apprécier l'intérêt d'une expérience interculturelle. La mobilité des chercheurs français est également, et si on se réfère par exemple aux bourses Marie Curie, la France se classe deuxième pour l'attractivité en nombre de chercheurs accueillis, derrière le Royaume-Uni. Mais en fait, si on rapporte les résultats à la population de chercheurs ou à la population totale, la France est devancée non seulement par le Royaume-Uni, mais également par l'Espagne, par le Pays-Bas et la Suisse. Donc en 4e position en fait. Et la mobilité sortante est également moindre que dans d'autres pays. On peut remarquer que la première destination des chercheurs français est le Royaume-Uni, avec 39% des projets de mobilité en recherche vers le Royaume-Uni et une partie importante également des chercheurs français qui vont vers les États-Unis et vers le Canada. L'internationalisation des formations. Là, on a des initiatives diverses et là aussi parfois inégales. Le clivage entre établissements évoqués plus haut entraîne une diversité des modèles. Délocalisation, double diplôme, séjour d'études ou stage international, obligatoire ou pas. Et les universités de taille moyenne, les universités de province et les universités spécialisées en sciences humaines et sociales ont des difficultés à prendre des initiatives leur permettant à la fois d'accroître leur attractivité, d'accroître la mobilité de leurs étudiants et de leur personnel, et d'accroître par ailleurs leurs ressources propres par des collaborations et des projets internationaux innovants d'envergure. De plus, des inégalités apparaissent entre les disciplines, entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Les interactions internationales, le recours à une autre langue que le français dans la formation et la recherche, la participation à des manifestations internationales, la publication dans des revues de portée mondiale sont plus nombreuses en sciences dures qu'en SHS. Et en dépit des objectifs adossés du programme Horizon 2020, les sciences humaines et sociales sont souvent marginalisées dans les grands projets européens. Et encore plus les sciences humaines et sociales françaises en raison du contexte national. En fait, peu d'interdisciplinarité apparaît dans les formations et projets de recherche français. Il semble qu'il y ait un hiatus entre les préconisations européennes et la réalité française,
où les instances d'évaluation et de qualification, comme le CNU par exemple, le Conseil national des universités, tendent toujours à juger en termes de qualité et de profil disciplinaire. Enfin, quelles sont les stratégies que les universités françaises déploient pour relever les défis du XXIe siècle? On a noté déjà un certain élan réformateur ainsi que des pesanteurs structurelles. Et avec le nouveau gouvernement récent en France, l'idée de changement a été réitérée. Le gouvernement Macron a déclaré s'attaquer à quelques questions particulièrement sensibles pour les universités françaises, notamment la question budgétaire et un accroissement du budget de l'enseignement supérieur, un accroissement significatif a été déclaré par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, très récemment, le 14 septembre 2017. C'est un signal fort pour les universités, d'ailleurs salué par la conférence des présidents d'université et par certains syndicats dans un secteur qui souffre fortement de manque de moyens. En effet, depuis 3 ans, les universités françaises accueillent entre 20 000 et 40 000 étudiants de plus chaque année et voient leurs moyens stagner. Donc, la question budgétaire. Également, la question de la gouvernance. Autre sujet sensible qui semble abordé de manière plutôt pragmatique par la nouvelle ministre, qui affirme vouloir laisser aux enseignements d'enseignement supérieur la liberté de s'organiser à l'échelle d'un site sans forcément les contraindre à un processus de fusion. La dimension européenne de l'enseignement supérieur français est réaffirmée. Le président de la République, le 26 septembre dernier, à la Sorbonne, y a mis l'accent quand, dans la perspective de la refondation de l'Europe qu'il souhaite impulser, il a notamment déclaré, je cite, « Chaque étudiant devra parler au moins 2 langues européennes d'ici à 2024, avant d'assurer que, je cite, la moitié d'une classe d'âge devra avoir passé, avant ses 25 ans, au moins 6 mois dans un autre pays européen. » On a vu tout à l'heure 5% de mobilité à l'heure actuelle, donc on a vraiment du travail au niveau des universités si on veut atteindre l'objectif fixé par le président. Le président qui a aussi proposé la création d'une vingtaine d'universités européennes qui délivreraient des diplômes à l'échelle de l'Union. Idée qui me paraît tout à fait intéressante. Et on l'a vu plus haut, le nouveau gouvernement a également réaffirmé sa volonté de continuer à encourager les initiatives d'excellence. Une autre initiative du président Macron, en réaction au souhait de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris, me paraît intéressante. Il a proposé en juin dernier d'accueillir en France des projets de recherche sur le climat sous la forme d'un appel quelque peu provocateur, « Make our planet great again ». Les candidatures de 250 scientifiques ont finalement été retenues, je l'ai vu dans Le Monde, dans l'avion en venant jusqu'ici, et on peut souligner que la moitié de ces candidatures sont américaines. Tout à fait intéressant, peut-être un pari gagné pour M. Macron. Reste à voir bien sûr la concrétisation sur le terrain de ces projets et la manière dont ces scientifiques vont être accueillis dans les établissements et organismes français. Le débat, jusqu'à ces dernières années pratiquement tabou sur la sélection, est également amorcé par le gouvernement, tout comme par un certain nombre d'instances, dont la conférence des présidents d'université, mais également de personnalités du monde académique et politique et de nombreux autres représentants de l'enseignement supérieur. Même si des euphémismes du type prérequis sont utilisés de manière à ne pas prononcer ce mot au pouvoir explosif en France. Quant aux frais d'inscription, il reste quand même un sujet qui n'est pas abordé pour l'instant dans les universités françaises.
Les établissements d'enseignement supérieur ont fait remonter, dans le cadre de ce débat public fertile, fructueux, dynamique, un certain nombre de recommandations. En juillet dernier, par exemple, lors des rencontres de la recherche et de l'innovation organisées par Campus France, a été remis une note sur l'attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche à la ministre de l'enseignement supérieur, contenant 6 grandes propositions très concrètes. Le renforcement des bourses du gouvernement français pour les étudiants étrangers, politique qui a été abandonnée il y a déjà un certain temps et que déplore beaucoup en France comme à l'étranger. Une campagne mondiale de communication qui impose la marque, qui promeut la marque France. Une augmentation des moyens alloués aux établissements pour l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers. Une simplification des procédures de candidature et le développement de formations innovantes au sein des établissements. Une simplification du séjour des étudiants et jeunes chercheurs étrangers. Et le renforcement de la mobilité sortante des étudiants étrangers. Donc il semble qu'il y ait un certain consensus qui se dessine à la fois parmi les tutelles et les établissements, parmi les responsables politiques et universitaires, sur l'idée qu'une forte attractivité de son enseignement supérieur est pour la France gage du maintien de son influence, de l'affirmation de ses valeurs, de la diffusion de sa langue et de son développement économique différé ou immédiat. Et ces objectifs requièrent des changements de pratiques à la fois institutionnels, collectifs et individuels. Pour en citer quelques-unes, des changements de pratiques au niveau national, au niveau des ministères, ministère de l'enseignement supérieur, mais également au niveau du ministère des Affaires étrangères. On l'a vu, une simplification, une amélioration des procédures de sélection et d'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers serait bienvenue. Se pose également la question de la réalité de l'autonomie des universités, et principalement de leur budget, car l'autonomie des projets va de pair avec l'autonomie financière. D'ailleurs, le président de la conférence des présidents d'université, Gilles Roussel, a récemment rappelé l'importance pour les universités d'avoir plus de latitude pour s'organiser et atteindre leurs propres objectifs, mais également sur la nécessité d'avoir des moyens budgétaires de leur autonomie. Renforcer aussi la dimension internationale de l'évaluation, l'HCRS qu'on a cité, et du processus de qualification du CNU, qui reste largement dans une logique non seulement disciplinaire, mais également largement nationale. Au niveau des universités, il conviendrait de définir des projets d'établissement, de groupement d'établissements ambitieux, concertés et structurants. Éviter peut-être cette espèce de saupoudrage qui existe parfois au sein des établissements en matière de relations internationales et privilégier des relations approfondies, privilégiées avec quelques partenaires clés. Nous en avons un exemple ici avec l'université IA. Il semble nécessaire de mettre en place une véritable stratégie d'établissement et de site. Et jusqu'alors, les relations internationales dans une université restent un petit peu, finalement, l'apanage, la responsabilité d'un service, d'une direction DFI, alors que ça doit vraiment s'inscrire au cœur des priorités stratégiques de l'établissement. Dans la gestion des carrières des enseignants-chercheurs et des recrutements, il s'agit peut-être de mieux valoriser les expériences internationales, en faire un plus dans leur carrière, alors que c'est trop souvent ignoré, voire considéré comme un handicap au regard de ce qui préoccupe beaucoup de comités de recrutement, c'est-à-dire les charges d'enseignement que doivent assurer les enseignants-chercheurs en France, qui sont fort élevées comparées à beaucoup d'autres universités européennes ou internationales. Il faudrait dégager du temps pour laisser éclore de nouvelles idées, de nouveaux projets par un système de semestre sabbatique plus généreux et plus systématique que celui qui existe.
comme c'est le cas en Grande-Bretagne, aux États-Unis par exemple, où les enseignants-chercheurs peuvent avoir une respiration qui leur donne la possibilité de réfléchir et de s'engager dans de nouveaux projets. Faire preuve d'innovation également en matière de projets, de campus internationaux, de formation délocalisée, de double diplôme, d'enseignement hybridé, d'écoles d'été spécialisées. Les Français sont, me semble-t-il, très en retard en matière d'universités d'été, qui sont à la fois source de ressources propres, mais qui sont également source de visibilité, d'échanges internationaux, et qui peuvent permettre, je pense notamment à la formation des doctorants. Je pense qu'il serait très intéressant d'avoir des formations qui préparent au doctorat en Europe, en France notamment, si on veut attirer de bons candidats dans nos écoles doctorales. Proposer des cours en anglais. Alors c'est peut-être une remarque un peu iconoclaste devant cette assemblée qui comporte, me semble-t-il, beaucoup de distingués linguistes et spécialistes de la langue française. Mais à mon avis, le renforcement de la francophonie, et je pense que M. Lavoie partage cette opinion, peut utilement prendre divers chemins, y compris des chemins de traverse et des détours linguistiques, très utiles parfois. Il s'agit de changer la culture d'entreprise. Lorsque j'ai parlé d'internationalisation à domicile, ça veut dire aussi que l'international doit percoler à tous les niveaux de l'université. Les composantes, les facultés, les secrétariats doivent intégrer l'importance de l'international, qui ne doit pas rester la seule responsabilité du service ou de la direction des RI. Il convient d'améliorer l'accueil de la mobilité entrante des étudiants, des enseignants-chercheurs, les aider concrètement, améliorer la qualité de cet accueil qui, comparé à de grandes universités américaines notamment, laisse un petit peu à désirer dans nos universités, essentiellement par manque de ressources humaines, par manque de moyens et aussi par manque de maîtrise de diverses langues étrangères. L'individu, le chercheur, l'enseignant-chercheur, le personnel administratif, le responsable universitaire a aussi un rôle à jouer. Un changement de comportement est nécessaire et les universitaires devraient considérer l'international comme une dimension incontournable, inhérente à leur profession, à leur recherche, à leur enseignement, et non pas un plus ou une cerise sur le gâteau, comme bien souvent. Et bien sûr, encourager les collègues à pratiquer même mal les langues étrangères. On a beaucoup de difficultés en France à pratiquer, à balbutier dans une langue étrangère. Et pourtant, c'est le premier pas des échanges internationaux et des échanges interculturels. Donc il s'agit pour les universités françaises, au niveau des tutelles, des établissements et des individus, d'avoir une approche interculturelle, interdisciplinaire et dynamique du savoir. Valoriser la francophonie sous ses multiples facettes et les valeurs de l'enseignement supérieur français en ayant une attitude résolument ouverte au monde dans toute sa complexité et sa diversité, sans se refermer sur une vision un peu dogmatique, voire passéiste de l'enseignement et de la recherche. Et donc les SHS, les universités françaises, ont un rôle majeur à jouer dans ce processus. Elles sont pour l'instant un peu moins visibles que d'autres dans les publications internationales, en raison à la fois de la prééminence de l'anglais, mais également de circuits de diffusion de la production scientifique en SHS moins dynamiques que dans d'autres pays. La France a peut-être pris un peu de retard par rapport à l'ère numérique et à la diffusion par de nouveaux dispositifs des publications de nos chercheurs et universitaires. Peut-être que les SHS françaises, les sciences humaines et sociales françaises, sont aussi en manque de reconnaissance intellectuelle internationale. Contrairement aux années 50 ou 60, les travaux de Derrida, Roland Barthes, Lévi-Strauss, Michel Foucault et bien d'autres nourrissaient le débat intellectuel mondial, peu de grandes figures universitaires ou intellectuelles sont maintenant entendues
au niveau international. On peut peut-être citer Jean Tirole, prix Nobel d'économie, qui préside l'école d'économie de Toulouse, d'ailleurs présentée comme TSE, Toulouse School of Economics, ou encore Thomas Piketty, professeur à la Paris School of Economics. Les noms même de ces institutions prestigieuses, qui ont vraiment une renommée internationale, sont révélateurs de l'importance de l'anglais pour cette visibilité internationale. Et d'ailleurs, ces deux universitaires, Tirole et Piketty, ont eu une expérience internationale dans la même institution américaine, le Massachusetts Institute of Technology. Je voudrais citer Michel Viborca, qui a écrit un rapport pour le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur du gouvernement Hollande, Thierry Mandon, publié en mars 2017. Et Michel Viborca insiste particulièrement sur les défis spécifiques que les universités de sciences humaines et sociales françaises doivent relever à l'échelle de l'Europe et du monde. Et au-delà des aspects budgétaires et structurels que nous avons déjà évoqués, la difficulté qu'ont les sciences humaines et sociales françaises à se positionner de manière favorable au niveau international relève aussi, selon Michel Viborca, d'un décalage culturel. Observant que la globalisation de la vie scientifique semble aller dans le sens d'un affaiblissement relatif de l'influence française, il se demande si les difficultés de la France tiennent plutôt à l'hégémonie croissante de la langue et de la culture scientifique anglo-saxonne, ou plutôt, et c'est son avis, plutôt à une sorte de dilution dans un paysage où désormais de nombreux pays participent aussi à la production de connaissances. Il cherche à identifier les sources proprement françaises des difficultés présentes en les mettant en perspective historique et politique. Je le cite. Alors que le monde n'est plus structuré par un conflit, la guerre froide, pas plus que ne l'est la société française, autrefois marquée par l'opposition centrale du mouvement ouvrier des maîtres du travail, les grandes catégories qui faisaient de la France un véritable phare et qui mobilisaient fortement l'univers des sciences humaines et sociales ont bougé ou changé. La révolution, la décolonisation, le communisme, le marxisme, le tiers-monde, etc. Les sciences humaines et sociales sont entrées dans une ère nouvelle, elles se sont globalisées. De nouvelles catégories se sont imposées ou renouvelées. Donc, dans un monde maintenant pluriel de la construction du pouvoir, il est urgent que les chercheurs et les universités français questionnent leurs habitudes, leurs certitudes, afin de contribuer encore plus au débat citoyen global, voire de l'initier. Les sciences humaines et sociales ont un rôle essentiel à jouer pour comprendre notre monde complexe, en mouvance, et pour construire l'espace ouvert, diversifié et tolérant de la connaissance de demain, et ainsi répondre aux défis du XXIe siècle en France et dans le monde. Merci beaucoup.